Alors, il est 18h31. On va commencer ce conseil et je vous propose d'ouvrir la séance en désignant la secrétaire. Je propose que Madame Magnier soit désignée et je lui passe la parole pour faire l'appel. Attends, ça ne va pas marcher si. Merci Madame Magnier. Je tiens dans un tout premier temps à adresser mes plus sincères condoléances à la famille de Monsieur Zaramba par rapport à la tragédie qui les touche actuellement. Voilà. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre présence ce soir à ce dernier conseil municipal avant la période des congés. Bien évidemment, ce n'est pas le dernier de l'année. Et dans un premier temps, je tiens publiquement à remercier l'ensemble des personnes que j'ai d'ailleurs invitées ce soir et qui se sont investies auprès de l'équipe municipale à l'occasion des élections départementales et régionales. Sans elles, je pense que le scrutin à Fresnes-sur-Escaut aurait été beaucoup plus compliqué. Il est en effet pour moi dommageable que l'ensemble des conseillers municipaux ne se soient pas impliqués correctement et qu'ils ne se soient pas engagés pour la tenue des bureaux de vote, annulant parfois même leur participation la veille. Je rappelle, si toutefois besoin était, que l'article L 2121-5 du Code général des collectivités territoriales dit que tout membre du conseil municipal qui, sans excuse valable bien évidemment, a refusé d'accomplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois peut être déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. On n'en viendra pas là, mais toutefois, je tiens à le signaler, d'autres échéances électorales nous attendent dans les années qui suivent et j'espère pouvoir compter sur l'ensemble du conseil municipal pour la tenue des bureaux de vote. En effet, c'est aussi un principe de démocratie pour tous ceux qui, ouvertement, annoncent être exclus de la possibilité de participation citoyenne à Fresnes-sur-Escaut. J'attire une nouvelle fois votre attention sur les commissions qui ont lieu avant chaque conseil municipal. Vous avez sollicité officiellement leur tenue en soirée, c'est ce qui a été réalisé pour ce conseil. Toutes les commissions ont été réunies à partir de 17h. Je félicite la présence constante de Madame Mel, qui est la seule à avoir participé à ces instances qui sont des lieux d'explication, de débat et de projet. Nul n'est besoin de vous rappeler que, comme les conseillers de la majorité, vous pouvez demander à la mairie une autorisation d'absence pour votre employeur qui légitime votre présence à ces commissions, tout comme pour le conseil municipal. Dans ce sens, il nous est compliqué de croire à une quelconque volonté de participation constructive. Je suis obligée de constater que seules les publications sur les réseaux sociaux, fondées sur des interpellations anonymes, et qui n'ont aucune légitimité, viennent soi-disant animer l'action de certains conseillers municipaux d'opposition. C'est à la fois scandaleux et c'est devenu sans objet pour nous.
Le Covid est certes venu perturber amplement notre capacité à informer, concerter la population, mais le déconfinement, aujourd'hui acté, nous allons reprendre contact et répondre aux interpellations de nos habitants concernant certains projets en cours. La période des vacances n'est pas propice aux réunions publiques et nous avons fait le choix, avec les partenaires qui nous accompagnent sur les projets, de les lancer dès la rentrée. En septembre, et plus précisément le 22 septembre, aura donc lieu la réunion d'information concernant l'opération en entrée de ville pour la construction du lotissement en bas de la rue des Tourterelles à côté de la cité Soult. En octobre, et plus précisément le 5 octobre, ce sont les riverains des rues de l'Escaut, du Rivage, de la Marine et du square du 19 mars qui seront conviés en mairie pour une présentation des multiples modifications qui ont eu lieu pour le projet PNR-CAD, entamé aujourd'hui depuis plus de 10 ans et qu'il nous faut enfin finaliser. En novembre, nous préparons une opération d'information importante sur le projet du centre-ville, pour lequel les réunions avec les commerçants ont d'ores et déjà commencé. Cette manifestation sera l'occasion de présenter les prémices concernant le projet de la gare et du château, projets pour lesquels les bureaux d'études ont travaillé pendant le Covid et sont encore à l'œuvre. Parlant de finalisation, je vous informe, mais je pense que vous le savez tous, que les travaux dans les écoles se sont poursuivis pendant toute cette période de crise sanitaire. Et 2 de nos écoles, l'école Ferry et l'école Langevin, ont fait l'objet de gros travaux d'extension. À l'école Pasteur, l'ensemble des classes ont été entièrement rénovées. Ces projets seront inaugurés à la rentrée et plus exactement à la veille des vacances de la Toussaint pour permettre aux enseignants de faire la rentrée dans la tranquillité. Idem pour les travaux de rénovation complète de la maison de la petite enfance Alcoyette. Également pour la fin d'année seront à prévoir la fin des travaux de la cité Hardy-Ballanger. Toujours en termes de concertation et d'accompagnement des projets, la ville a été très présente aux côtés des habitants avec le projet d'autoréhabilitation de leur logement, accompagné et encore en cours par les compagnons bâtisseurs, financés aussi en partie par la ville dans le cadre de la TFPB. Et les élus ont toujours été présents sur le terrain pour prendre en compte les doléances. Le dojo devrait également arriver à terme en cette fin d'année ou peut-être en début d'année prochaine. C'est un dossier extrêmement délicat qui a subi de plein fouet les aléas de la crise du Covid. Fidèles à nos engagements, nous entreprenons maintenant les phases d'études concernant l'aménagement de la rue Gambetta à la frange du projet de rénovation des cités Hardy-Ballanger, l'aménagement du square du 19 mars sur la partie qui jouxte les projets du PNR-CAD, l'aménagement du projet de la rue du Bois et de l'espace du parking pour l'école Ferry, et le lancement du schéma directeur sportif pour travailler sur les différents équipements sportifs à venir, notamment une promesse de longue date pour le projet du terrain synthétique. Tous ces projets ont fait l'objet d'une explication en commission. La recherche permanente de financement, notamment dans le cadre du projet de relance, vont nous permettre de voir dans les mois qui arrivent l'installation d'une aire de fitness dans notre parc et aussi le changement d'éclairage dans les salles de sport, ainsi qu'un bilan énergétique qui devrait se concrétiser. Ensuite, pour les salles des sports, il y aura également l'aménagement derrière, entre les salles de sport et le terri, qui se fera sur le dernier trimestre de l'année. Pour parler des sujets qui fâchent, mais que nous traitons quand même. Pour le cimetière, le projet de végétalisation difficilement gérable par nos services a entraîné de nombreuses réclamations, nous en sommes conscients. Et l'entretien du cimetière doit être revu. Avant le 1er novembre, 2 grandes allées principales feront l'objet d'une restructuration complète réalisée par l'entreprise TCL et les équipes seront renforcées pour l'entretien des allées secondaires.
Pour la Poste, nous avons eu beaucoup de retours sur l'inquiétude de la fermeture de la Poste. Effectivement, celle-ci fermera ses portes à compter du 10 juillet. Depuis plusieurs mois, la ville, en partenariat avec la Poste, travaille sur le projet d'agence postale communale, dont l'ouverture aura lieu dès le 1er octobre. Le décalage entre la fermeture et l'ouverture est lié notamment à des contraintes d'installation de lignes spécifiques pour raccorder les terminaux. Les récentes inondations ont mis à mal pas mal d'entre nous, avec des inondations de maisons. L'ensemble des réclamations ont été prises en compte et ont été prises en charge et sont actuellement traitées quand elles dépendent de notre compétence. Nos services sont en lien étroit avec les services du SMAV, du syndicat, qui gère toutes les problématiques d'eau pluviale. Voilà ce que je souhaitais, en termes d'information, apporter aujourd'hui à nos habitants. Pour répondre aux questions posées lors du dernier conseil municipal, par rapport à l'opposition et l'invitation à participer aux manifestations, il me semble que j'ai été claire dans mes propos en préambule de ce conseil. Deuxièmement, sur la copie avant le conseil municipal des décisions, je pense qu'elles vous ont été communiquées. Troisièmement, sur l'absence de l'annexe Covid au CA 2020. Sur ce point, après consultation de notre perceptrice en trésorerie et suite à votre remarque lors du conseil, celle-ci nous a indiqué que l'annexe Covid n'est pas obligatoire pour le CA 2020. Concernant l'explication financière, je laisse là la parole à Madame Annabelle Villette, qui est adjointe aux finances et aux ressources humaines. Merci Madame le maire. Donc le second point portait sur une demande d'explication pour un écart constaté entre le total de l'annexe 4, variation du patrimoine pour 1 511 830 € et le montant total des dépenses d'équipement d'investissement pour 1 450 745 €. Donc c'était un écart avancé à hauteur de 57 085 €. Ces deux totaux, dans un premier temps, ils ne pouvaient pas être comparés, sans prendre en compte les dépenses liées aux travaux en régie à hauteur de 67 232 qui étaient repris. Donc il faut donc ajouter les travaux en régie aux dépenses d'équipement. Et il subsiste donc un écart de 10 146 € qui s'explique par l'absence de numéro d'inventaire sur le mandat d'investissement numéro 518 du 15 avril 2020, qui portait sur le confinement et le télétravail, correspondant à des travaux sur l'éclairage public pour 10 146 €. Le tout s'équilibre donc à hauteur d'1 521 977 € précisément. Je vous Voilà. prends la parole, Madame le maire. Non, le point suivant, c'est sur les animateurs. Ah oui. Le point suivant concernait la rémunération des animateurs au CLSH. Donc vous aviez effectivement lors du conseil municipal du 14 avril dernier par le projet de délibération numéro 15 qui concernait donc le CLSH et la rémunération des animateurs mentionné un fait. Donc non, la municipalité ne rémunère pas ses animateurs en dessous du SMIC. La différence d'indice que vous avez évoquée se situe entre le moment où les projets en tout cas délibérations ont été écrits et envoyés et le moment où elles ont été actualisées début avril par le centre de gestion. Ensuite, le pourcentage de l'indice de 75 à 100% ne fait pas apparaître une rémunération sous le SMIC car la référence pour la rémunération est faite sur une base de 151,66 € pour la période, comme dans bon nombre de communes limitrophes. Donc il y a eu certes une évolution il y a quelques années dans la rémunération des animateurs au sein de la collectivité et donc finalement les sources auraient dû être vérifiées car elles n'étaient pas bonnes. De plus, certaines personnes du groupe, de votre groupe, ont bénéficié ou pour leurs enfants ou directement du recrutement animateur et j'estime que s'ils avaient eu du coup un bulletin de paie en dessous du SMIC, ça aurait fait un foin monstre à cette époque-là. Donc du coup, la demande de report était de ce fait inutile. Merci Madame Villet. Après ces éléments d'information et ces quelques éléments de réponse, je vous propose donc maintenant d'ouvrir le conseil avec la lecture l'approbation
l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 14 avril 2021. Y a-t-il des remarques sur le sujet? Pas de remarques. Le procès-verbal est donc voté à l'unanimité. Je vais vous faire lecture des décisions qui ont été prises et dont vous avez eu communication donc cette fois-ci avant le Conseil. Et s'il y a des demandes d'intervention, je vous prierai au fur et à mesure de me les faire connaître. Alors, la décision numéro 25, une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'étude de faisabilité pour l'aménagement de l'ancienne gare des Houillères, signature de l'avenant numéro 1 qui porte transfert du contrat du bureau d'études Cap Projet au bureau Synapse, atelier collaboratif et modification de la tranche optionnelle. Le montant de la mission de base, tranche ferme faisabilité, est inchangé, 6 864 € TTC. La tranche optionnelle notifiée, programmation et assistance à maîtrise d'ouvrage pour le choix du maître d'œuvre, s'élève à 11 856 € TTC. La décision numéro 26, c'est la réhabilitation et la mise aux normes et l'extension du dojo, la signature de l'avenant 3 au contrat de maîtrise d'œuvre portant transfert de la SARL Architecte Simon au groupement SAS Hyperbole de Le Quesnoy. Le montant des prestations de maîtrise d'œuvre transférées s'élève à 11 040 € et 18 centimes. La décision numéro 27, un contrat avec le syndicat Ecovalor de Saint-Saulve pour les apports d'ordures ménagères ou assimilées de la mairie à l'usine d'incinération. Le montant des prestations s'élève à 107,40 € TTC la tonne. La durée du contrat est de 6 mois à compter du 1er juillet 2021. Je tiens à signaler que c'est une charge qui était prise jusqu'à présent en charge par l'AGLO et qu'il y a donc eu un transfert de cette compétence. La décision numéro 28, c'est l'étude de faisabilité de l'ancienne gare des Houillères, la demande de financement auprès du département dans le cadre des projets territoriaux structurants. La subvention sollicitée est de 5 460 €, soit 50% du montant hors taxe de l'opération, estimé à 10 920 €. Il s'agit là de l'étude de faisabilité. La décision 29, ce sont les travaux d'aménagement de l'ancienne gare des Houillères et la demande de financement auprès du département dans le cadre des projets territoriaux structurants. La subvention sollicitée est de 715 882,40 €, soit 40% hors taxe de l'opération, estimée à 1 789 706 €. La décision numéro 30, c'est l'extension du réseau de vidéoprotection aux abords des écoles et une demande de financement auprès du département dans le cadre des projets territoriaux structurants. La subvention sollicitée est de 1 874 €, soit 40% du montant hors taxe, estimé à 4 686 €. La décision numéro 31 concerne l'étude de faisabilité de mise en place d'un schéma directeur sportif. Une demande de financement auprès du département dans le cadre des projets territoriaux structurants. La subvention sollicitée est de 9 500 €, soit 50% du montant hors taxe de l'opération, qui, elle, est estimée à 19 000 €. La décision numéro 32, c'est les anciens établissements Engrais-Bataille et la réalisation par la SGS Belgium SA de Gambloux en Belgique d'un rapport de synthèse des monitorings de sites. Le montant de la prestation est de 2 500 € hors taxe. La décision numéro 33, c'est le programme national de requalification des anciens quartiers dégradés et la réalisation d'un relevé parcellaire dans la rue de l'Escaut dans le cadre d'un projet d'échange de foncier par un géomètre expert, M. Derem, à Valenciennes. Le montant de la prestation est de 650 € hors taxe. La décision 34, la réhabilitation et la mise aux normes et extension du dojo,
la signature de l'avenant numéro 3 au lot numéro 2 Gros œuvres avec l'entreprise Mazzolini de Fresnes-sur-Escaut pour la prise en compte du nouveau mode de fondation du bâtiment. Les prestations supplémentaires s'élèvent à 72 603,88 € pour un délai global de travaux prolongé d'1 mois supplémentaire plus 1 mois de préparation. Je vous rappelle qu'à l'occasion de la démolition du bâtiment, il avait été repéré des caves dont on n'avait pas connaissance et c'est ce qui entraîne cette modification du contrat. La décision numéro 35, c'est un avenant numéro 1 au marché de fournitures courantes et de services pour la location et la maintenance des copieurs numériques avec la société Bureaumatique 59 de Valenciennes. Il y a lieu d'ajouter un copieur couleur au service des ressources humaines pour un montant de 172,80 € hors taxe par trimestre. La décision 36, réhabilitation et mise aux normes et extension du dojo, la signature de l'avenant numéro 1 au marché de travaux des entreprises avec les entreprises suivantes. Le lot 3, charpente bois à l'entreprise BSM à Comines. Le lot 4, couverture étanchéité à l'entreprise Gentil à Saint-Laurent-de-Blangy. Le lot 5, menuiserie extérieure, entreprise Delepierre à M. Le lot 6, plâtrerie isolation faux plafond, Sapiso à Courcelles-les-Lances. Le numéro 7, menuiserie intérieure, entreprise SGM à Roquigny. Le 8, carrelage faïence à JV Carlanche à Billy-Montilly. Le 10, plomberie, chauffage, ventilation, effet d'eau à Aix-Noulette. Le 11, peinture sol souple à SAE à Bachan. Et le 12, VRD à TCL à Vieux-Condé. Pour cet avenant, la durée des travaux est prolongée d'1 mois supplémentaire, plus 1 mois de préparation, portant le délai global des travaux à 13 mois et 1 mois de préparation. La décision numéro 37 concerne toujours le dojo. Le délai initial prévu à l'acte d'engagement signé avec l'entreprise SAF de Courrières est prolongé de 2 mois afin d'être en cohérence avec les autres lots, soit 9 mois de travaux et 1 mois de préparation. La décision numéro 38, contrat de service avec la société EDF portant sur un diagnostic d'économie d'énergie et d'optimisation des consommations d'énergie pour le complexe sportif Bonne-Part et l'hôtel de ville. Le montant des 2 prestations s'élève à 4 000 € hors taxe pour le diagnostic du complexe et 8 000 € pour le diagnostic de l'hôtel de ville. La décision numéro 39, c'est la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec le bureau d'études Étienne Lancel de Saint-Saulve pour l'établissement des plans de l'état existant et des plans de l'état futur avec l'aménagement de l'ancienne conciergerie du centre socio-culturel Bonne-Part, la Maison Bleue, rue Edgar-Laubry. C'est le centre culturel, c'est pas le centre social. La décision numéro 40, c'est la mission de coordonnateur sécurité et protection de la santé, CSPS, avec la SARL Laurence Lefebvre de Bouchain pour l'opération d'aménagement de voirie et de construction de 42 logements cité Soult, rue des Tourterelles. Le montant de la mission s'élève à 2 498,40 € TTC. La 41, une convention avec le département du Nord et le collège Félicien Joly pour l'accueil des bureaux de vote 4 et 5 au restaurant du collège à l'occasion des élections départementales et régionales les 20 et 27 juin 2021. La 42, la location d'une place de stationnement dans la cour intérieure de la Poste à M. Benamara au tarif de 20 € par mois. La 43, la concession d'une case de columbarium pour Madame Mailleux au tarif de 750 € pour 30 années. La 44, la concession d'une caverne dans le cimetière à Madame Dubreuc au tarif de 1100 € pour les 30 années. La 45, le contrat avec la société Arpège de Saint-Sébastien-sur-Loire pour l'hébergement cloud des licences de logiciels Mélodie Maestro Plus Requiem. La durée du contrat est de 36 mois. Le montant de la prestation est de 4 183,20 € TTC.
La 46, la concession d'un terrain dans le cimetière à monsieur Wadjiri au tarif de 400 € pour 50 années. La 47, une sollicitation du département du Nord dans le cadre de la répartition des produits d'amende de police 2020 pour la poste de coussin berlinois dans la rue Louis Pasteur. La subvention sollicitée est de 1882,50 € correspondant à 75% hors taxe de l'ensemble de l'opération qui est évaluée à 2510 €. La 48, c'est une concession d'un terrain dans le cimetière communal à Madame Hassan au tarif de 400 € pour 50 années. La 49, un contrat avec la société 3P SARL de Lille pour la licence cloud du logiciel de gestion des marchés publics. La durée du contrat est d'un semestre, le montant de la prestation 2023,20 € TTC par semestre. La 50, une mission de maîtrise d'œuvre VRD confiée au bureau d'études Un réseau ingénierie de Courrières pour l'aménagement du square du 19 mars, entre la rue de l'Escaut et la rue du Maréchal Soult et la création d'un parking, 23 400 € TTC. La 51, un contrat avec la société MSI de Mont-Saint-Barreul pour la maintenance du serveur IBM. La durée du contrat, 1 année à compter du 3 juillet 2021. Le montant de la prestation, 828 € TTC. La décision numéro 52, contrat avec la société MSI de Mont-Saint-Barreul pour la maintenance du routeur Firewall. Durée du contrat du 8 juin au 31 décembre 2022. Montant de la prestation 2161,20 € TTC. La 53, un contrat avec MSI de Mont-Saint-Barreul pour la maintenance logicielle du serveur Hyper-V et des 3 serveurs virtuels de prestation de supervision. Durée du contrat, 2 années à compter de juin 2021. Montant de la prestation, 2104,80 € TTC par an. La 54, la signature avec la SARL Géoprojet de Saint-Amand-les-Eaux du devis pour la gestion des certificats d'alignement pour la période 2021 à mai 2022. Montant de la prestation, 145 € hors taxe par alignement du 1er au 5e et 115 € hors taxe pour l'alignement supplémentaire. La décision 55, la réalisation d'un plan topographique avec application du plan d'alignement et établissement du document modificatif du parcellaire par la SA Géoproject de Saint-Amand-les-Eaux pour la rue Léon Gambetta. Montant de la prestation, 3096 € TTC. Et enfin, la décision 56, la signature avec la pensée, notre fleuriste, d'un bail dérogatoire pour l'occupation du commercial du local au 20 place Vaillant-Couturier. La durée du bail est de 6 mois à compter du 1er juillet 2021. Le montant du loyer est de 450 € par mois. Nous reviendrons sur une signature pour un bail commercial à l'issue de cette période. Voilà pour l'ensemble des décisions qui ont été prises depuis le dernier conseil municipal. Et donc, avant de commencer l'ensemble des délibérations, je souhaite faire voter l'ajout de la 26e délibération relative à l'ouverture d'un poste de gardien brigadier de police municipale que vous avez eu un peu plus tardivement au niveau de l'envoi du conseil. S'il n'y a pas d'opposition, très bien, je vous remercie. Et donc pour commencer toute cette série de délibérations, je vais laisser la parole à Madame Villet sur toute une série de délibérations concernant les ressources humaines. On les fera voter au fur et à mesure. Merci Madame le maire. Donc le projet de délibération numéro 1 concerne l'ouverture d'un poste d'adjoint d'animation à temps complet. Ce point a été vu en commission finances, administration générale, ressources humaines le 28 juin et en CTP le 3 juillet dernier. Cette ouverture, c'est pour répondre aux besoins pour le fonctionnement du service culture,
Donc là, c'est l'évolution d'un poste d'adulte relais vers un contrat à durée indéterminée. Y a-t-il des questions? Des objections? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le projet de délibération numéro 2 concerne l'ouverture de 2 postes d'adjoint technique à temps complet. Vu donc, tout comme les précédentes et les futures, en commission finance, administration générale, ressources humaines du 28 juin et lors du CTP du 3 juillet dernier. Là, c'est pour le bon fonctionnement des services techniques et du service des espaces verts. Donc là, c'est notamment suite à un départ en retraite. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le projet de délibération numéro 3 concerne l'ouverture de 2 postes d'adjoints administratifs à temps complet. Je vous demanderai bien de vous prononcer en même temps que sur le projet de délibération numéro 26 dont Madame le maire vient de vous parler, qui concerne l'ouverture d'un poste de gardien brigadier de la police municipale à temps complet. Là, donc, on vous présente les deux en même temps, puisque c'est la perspective d'une embauche donc, au sein du service administratif. Et ce projet de délibération est lié donc, notamment avec le projet de délibération 26, puisqu'il n'y aura bien qu'un seul poste qui sera pourvu à l'issue des candidatures et des entretiens. Mais pour nous donner une latitude supplémentaire d'obtenir des candidatures tant sur l'un des postes qui est le poste d'agent administratif ou sur l'autre poste de gardien brigadier police municipale, c'est pour avoir une attitude de candidature plus souple et une procédure qui sera bien plus efficace sur l'un ou sur l'autre poste. Et donc le deuxième point, le deuxième poste d'adjoint administratif, c'est pour un changement de filière. Y a-t-il des questions sur le sujet? Donc sur la délibération 3, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Sur la délibération numéro 26, concernant l'ouverture d'un poste de gardien brigadier, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le projet de délibération numéro 4 porte sur l'ouverture de 2 postes d'attachés à temps complet, que je vous demande également de regarder en parallèle avec le projet de délibération numéro 5 sur l'ouverture de 2 postes de rédacteurs à temps complet. C'est pareil, là, l'ouverture sur 4 postes, 2 d'un côté attachés, 2 de l'autre côté rédacteurs, c'est pour le fonctionnement des services administratifs et culturels. Donc sur les 4 postes ouverts, 2 seulement seront à pourvoir, donc dans l'optique de recruter sur les services ressources humaines et culture. Des observations? Je mets aux voix la délibération numéro 4. Qui est contre? Qui s'abstient? Je mets aux voix la délibération numéro 5. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le projet de délibération numéro 6 concerne les ouvertures et les fermetures de postes dans le cadre des avancements de grade. Donc, comme les précédentes, ça a été vu en commission finance, administration générale, ressources humaines le 28 juin et lors du CTP le 3 juillet dernier. Donc, compte tenu du tableau des avancements de grade pour l'année 2021, donc j'ai demandé au conseil municipal de se prononcer sur ces ouvertures et fermetures. Ces modifications préalables aux nominations donc, entraînent la suppression des emplois d'origine et la création des emplois correspondant au grade d'avancement. Il est donc demandé au conseil municipal de se prononcer sur l'ouverture des postes d'adjoint technique principal deuxième classe à temps non complet, d'adjoint technique principal première classe à temps complet, d'adjoint d'animation principale deuxième classe à temps non complet, d'éducateur des activités physiques et sportives principales première classe à temps complet. Et en parallèle, du coup, la fermeture des postes suivants: adjoint technique à temps non complet, adjoint technique principal deuxième classe à temps complet, adjoint d'animation à temps non complet et éducateur des activités physiques et sportives principales deuxième classe à temps complet. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La délibération suivante sur la création d'un emploi non permanent. Bon, idem
idem que les précédentes, vues en commission finances, administration générale, ressources humaines le 28 juin et lors du CTP du 3 juillet dernier. Donc ce projet de délibération fait suite à un appel à manifestation d'intérêt lancé par le ministère chargé de la transition numérique et des communications électroniques dans le cadre de France Relance. Donc la ville de Fresnes-sur-Escaut a répondu à cet appel à manifestation d'intérêt pour l'accueil d'un conseiller numérique au sein de ses services. La création donc serait à compter du 1er septembre 2021 d'un emploi non permanent de conseiller numérique contractuel relevant de la catégorie hiérarchique C à temps complet. L'agent recruté sera chargé de sensibiliser les usagers aux enjeux du numérique et favoriser les usages citoyens et critiques, les soutenir dans les usages quotidiens du numérique, les accompagner dans la réalisation de démarches administratives en ligne. Donc ce poste serait d'une durée de 24 mois et irait donc du 1er septembre au 31 août, donc du 1er septembre 2021 au 31 août 2023 inclus. Et le contrat donc prendra fin soit avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, soit si le projet ou l'opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, ou enfin à la fin de la convention avec l'État. Donc le recrutement se fera par le biais d'une plateforme qui est celle, donc la www.conseiller-numérique.gouv.fr. Et donc là, pour cette ouverture, on a un financement à hauteur de 50 000 €. Merci. Des questions sur le sujet? Oui, Monsieur Boticchio. Oui, d'après la définition que vous faites, là, ces capacités à communiquer, elles devraient faire preuve de patience, de pédagogie et de clarté. Ce qui me semble un petit peu léger, c'est une connaissance minimale des usages du numérique qui est appréciée. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est-à-dire que le premier individu qui sait utiliser l'informatique et qui connaît un petit peu les systèmes sociaux, il peut être embauché? On regardera toutes les qualifications. En tous les cas, ce sont les attendus de l'État sur ces postes. Je rappelle que donc pour embaucher ce poste, nous sommes obligés de faire appel à la plateforme sur laquelle les candidats vont postuler et sont référencés. Et s'il y a des habitants ou des autres personnes qui souhaitent aller sur ce poste et candidater, à ce moment-là, il faudra que la personne s'inscrive sur la plateforme, sans quoi le recrutement ne pourra pas avoir lieu. Donc sur la fiche de poste et sur les attendus, nous avons spécifiquement repris les attendus de l'État correspondant à l'appel à projet. Non, parce que une connaissance minimale... Mettez votre micro, Monsieur Boticchio, s'il vous plaît. Oui, excusez-moi. Je vois une connaissance minimale et dans la définition, protéger les données personnelles, maîtriser les réseaux sociaux, ce n'est pas au premier venu qui peut le faire. Bien ensuite, évidemment, sur les données personnelles, vous savez qu'on a un référent RGPD au sein de la commune et au sein de la GLOB qui vient aussi apporter l'enseignement nécessaire pour toutes ces démarches-là. Donc évidemment, on sera attentif aux différentes qualifications et aux différentes candidatures que nous recevrons. D'accord. Voilà, vous pouvez maintenant éteindre votre micro. Voilà, et je vais mettre aux voix cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le projet de délibération numéro 8 concerne le recrutement d'agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité. Ce projet de délibération a été également vu en commission finances, administration générale, ressources humaines le 28 juin et lors du CTP le 3 juillet. Donc ça fait écho à une délibération que vous aviez déjà vue lors du conseil municipal du 1er juin 2018. Et en prévision donc, des besoins des services, des centres de loisirs, espaces verts, services techniques et entretien des locaux pour la période allant du 6 juillet au 31 décembre 2021, là, il faut qu'on se prononce donc, sur l'autorisation à Madame le maire de recruter des agents contractuels pour faire face à des besoins liés à l'accroissement saisonnier d'activité. Et avec donc un maximum, encore une fois, ça ne veut pas dire on prendra le nombre de personnes strictement nécessaires, mais en tout cas, ça nous laisse une souplesse
Donc 50 emplois à temps complet dans le grade d'adjoint d'animation, 5 emplois d'agents de service technique à temps complet, 5 emplois d'agents du service des espaces verts à temps complet et 10 emplois d'agents d'entretien à temps non complet. Et bien entendu, la délibération du 1er juin 2018 sera abrogée. Merci Madame Villet. Je mets aux voix cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, la délibération numéro 9, c'est une subvention annuelle au GECPRO. Le GECPRO est une association d'insertion qui vise à prendre des contrats d'apprentissage ou des contrats d'alternance avec un réseau d'entreprises et de pouvoir former les jeunes en conséquence et éventuellement pérenniser des emplois. La subvention annuelle pour 2021 est d'un montant de 300 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 10, c'est la subvention annuelle à la Chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France, toujours dans la même lignée. Il s'agit de favoriser l'insertion des jeunes et donc par ce biais verser une subvention au titre de l'année 2021 d'un montant de 900 € à la Chambre des métiers de l'artisanat des Hauts-de-France. C'est une rémunération qui est liée au nombre de contrats de jeunes qui sont pris à la Chambre des métiers. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vais passer la parole à Monsieur Bardi pour toutes les délibérations concernant les dossiers de solidarité communautaire. Je mets au point moi. Je les mets au fur et à mesure. Merci Madame le maire. Donc la délibération numéro 11, dotation de solidarité communautaire de Valenciennes Métropole pour l'association Andélis. Donc il est demandé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur la demande déposée dans le cadre de la DSC de Valenciennes Métropole par l'association Andélis afin d'obtenir un financement à hauteur de 600 € pour l'organisation d'un séjour découverte en Île-de-France et Centre Val-de-Loire en août 2021. Monsieur Jean-Yves Sibine et Monsieur David Demont ne participent pas au vote. Alors, je vais mettre aux voix cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Je fais un petit retour par rapport à toutes les délibérations qui ont été passées au niveau des ressources humaines. Bien évidemment, ça fait l'objet de la mise à jour du tableau des emplois. Et donc, Gaël le tient ici à votre disposition s'il est nécessaire. Idem pour ce qui concerne les dotations de solidarité communautaire. Elles sont toutes accompagnées d'un projet qui a été déposé en mairie et que Gaël tient ici également à votre disposition. Merci Madame la maire. La délibération numéro 12. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur la demande déposée dans le cadre de la DSC de Valenciennes Métropole par l'association sportive du collège Félix Saint-Joly afin d'obtenir un financement à hauteur de 600 € pour l'organisation d'une course par élève en octobre 2021. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 13. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur la demande déposée dans le cadre de la DSC de Valenciennes Métropole par l'association Académie de théâtre amateur afin d'obtenir un financement à hauteur de 800 € pour l'organisation du festival de théâtre amateur Frénésie-sur-Seine des 25 et 26 septembre 2021. Madame Naïma Wood ne participe pas au vote et j'ai sa procuration. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération numéro 14. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur la demande déposée dans le cadre de la DSC de Valenciennes Métropole par l'association Harmonie Municipale Vieux-Condé Fresnes afin d'obtenir un financement à hauteur de 400 € pour l'organisation du concert d'automne en octobre 2021. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 15. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur la demande déposée dans le cadre de la DSC de Valenciennes Métropole par l'association Les Motards Fresnois afin d'obtenir un financement à hauteur de 500 € pour l'organisation d'une brocante le dimanche 29 août 2021. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 16. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer
sur la demande déposée dans le cadre de la DSC de Valenciennes Métropole par l'association L'Ado Chante afin d'obtenir un financement à hauteur de 438 € pour l'organisation du concert à l'occasion de la fête de la musique du 21 juin 2021. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Patricia Rubens non plus. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je suis obligée de laisser mon micro pour que ça puisse s'entendre ou... C'est l'enregistrement. Pour l'enregistrement, d'accord. Alors, suite à toutes ces dotations de solidarité communautaire, nous passons à la délibération numéro 21. Madame le maire? Oui, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, j'avais pas vu votre prise de Non, parole. non, il n'y a pas de problème. Juste une petite question. Au cas où les règles sanitaires changeraient, devenaient plus draconiennes, ces subventions seraient reportées? Alors, elle serait Pour ceux qui... soit reportée si l'opération est reportée, soit annulée si l'opération n'est pas effectuée. D'accord. C'est pas pareil que les subventions qu'on octroie annuellement. Les subventions qu'on octroie de manière annuelle, il y a eu une décision collégiale de ne pas faire de coupe sombre et de maintenir les financements à hauteur sur les subventions annuelles. Donc celles-là, elles seront maintenues quoi qu'il arrive. L'idée, c'était de pouvoir donner les moyens aux associations dès qu'elles vont reprendre leur activité, elles ont commencé, j'en parlerai après, de pouvoir leur laisser une marge de manœuvre pour faire des événements spécifiques, pour remobiliser, tandis que là c'est des DSC, donc c'est vraiment à l'action et à la réalisation de l'action. La décision numéro 21, c'est une décision modificative au budget et je vais demander à Madame Blaise de venir présenter cette délibération. Il faut lui mettre ton micro. Merci Madame le maire de me laisser la parole. Bonsoir à tous. Alors, donc, la délibération numéro 21 est une décision modificative numéro 1 du budget primitif 2021. Vous avez un tableau qui se présente en deux parties. La partie en haut concerne la section d'investissement. Celle du bas concerne la section de fonctionnement. À gauche, les dépenses, à droite, les recettes. Donc pour la partie investissement, sur la première ligne, vous avez 23 400 € qui matérialisent le début d'opération d'aménagement des travaux du square du 19 mars. Ensuite, 45 000 € pour des travaux de voirie. Ensuite, 10 000 € pour la maîtrise d'œuvre de la rue du Bois, donc c'est-à-dire les travaux de sécurisation aux alentours de l'école Ferry, donc qui seront imputés sur l'opération 373 que l'on voit au budget. En parallèle, en recette, vous avez pour 6 000 € une subvention de la région dans le cadre du FTU. Pour 72 400 €, un appel au FSIC, donc le fonds de concours de l'AGLO,
Pour l'opération 373 de la rue du Bois, donc la sécurisation aux abords de l'école Ferry. Donc on voit que les dépenses et les recettes s'équilibrent à hauteur de 78 400 €. Pour la partie fonctionnement, en dépenses, le montant total des subventions de fonctionnement aux associations qui viennent d'être votées pour 7 642 € est prélevé sur les dépenses imprévues et le total s'annule pour la section de fonctionnement. Voilà. Merci Lucie. Merci Lucie. Je mets aux voix cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération suivante, c'est le lancement de l'enquête publique pour le déclassement du domaine public d'une partie de la rue Jules Mousson. Et donc, c'est M. Pellabon qui prend la parole pour présenter cette opération. S'il te plaît Fabien. Oui, bonjour. Alors, cette délibération concerne la cité Hardy ancienne et plus particulièrement le lancement d'une enquête publique sur le déclassement du domaine public d'une allée qui longe le 31 rue Jules Mousseron. Vous avez les plans, je pense, avec les délibérations. Alors, la délibération rappelle déjà la précédente délibération du 25 septembre 2020 qui a permis d'approuver la convention d'aménagement du secteur avec Valenciennes Métropole, la ville, la société immobilière du Grand Hainaut pour la cité Ballanger et Maison et Cité pour la cité Hardy ancienne. Dans le cadre des aménagements de l'ensemble des espaces publics, il convient de déclasser la petite allée qui est le long donc, du 31 rue Jules Mousseron. On vous fait un petit rappel sur l'article du Code de la voirie routière qui dispose que dans le cadre des modifications au niveau des voiries, il y a parfois nécessité de faire une enquête publique. Ici c'est le cas parce que c'est la suppression de l'allée modifie les conditions de circulation de cette résidence. Il convient donc d'approuver le lancement de l'enquête publique. On aura un plan donc, de division qui pourra réaliser par un géomètre expert pour matérialiser et mesurer de manière très précise les emprises faisant l'objet du déclassement. Et on aura un dossier aussi d'enquête publique qui sera constitué avec une note explicative, un plan de situation, un extrait cadastral. Donc la délibération vous demande d'approuver le lancement de la procédure et d'autoriser aussi à Madame le maire à mettre en œuvre les opérations de mise en enquête publique, notamment en constitution du dossier, désignation du commissaire enquêteur, ouverture de l'enquête publique et toutes les mesures de publicité qui sont associées. Merci Fabien. Merci Fabien. Y a-t-il des demandes d'information? Je mets aux voix cette délibération. Qui est contre? Pour rue du Luto, s'ils veulent le voir. Qui s'abstient? Je vous remercie et je vais passer la parole à Monsieur Henrard pour la délibération numéro 23 pour la rue du Luto. Tiens José. Cette délibération qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie et je passe donc à la délibération numéro 24 sur le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés, la restructuration de l'îlot Cour
et le dossier d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire de M. Pélagon. Oui, bonjour. Rebonjour Fabien. Bienvenue. On va essayer d'être... Concis. oui, pas très long, pas trop long. Alors, cette délibération, comme vient de préciser Mme le maire, concerne le PNR QAD sur la restructuration de la cour de l'Escaut et la rue Jean Jaurès. Et plus particulièrement sur le dossier d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire. C'est bien, ça sera bien une enquête conjointe. La délibération vous rappelle un peu toute l'antériorité du dossier, notamment différentes actions du dossier, les périmètres du PNR QAD. Le projet envisagé se situe donc en centre-ville, sur le îlot cours de l'Escaut, rue Jean Jaurès. Je vous rappelle qu'il comprend la démolition de bâtiments vétustes et vacants et la production de logements locatifs. On vous rappelle aussi que la maîtrise est assurée par l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais au titre de la convention opérationnelle qui a déjà été signée depuis très longtemps. On regardera après, je pense, un petit peu le dossier, je pense qu'on va le parcourir ensemble. Le dossier établi pour les enquêtes publiques préalables à la déclaration d'utilité publique comprend, je vous ai fait un petit résumé, la note explicative, le contexte juridique, le contexte géographique du corps et l'air minier, et en particulier celui de la ville de Fresnes, le cadre du projet, le PNR QAD, les conventions financières locales, la localisation du site en entrée de ville. Bon, je vais vous faire un peu le détail, mais après je pense que le mieux, ça sera de parcourir le dossier. Les objectifs de l'opération, la description de l'opération, le partenariat déjà mis, qui a déjà fait preuve sur l'autre partie du PNR4, notamment sur la rue du Rivage, le plan de situation, le plan général des travaux, les caractéristiques principales du projet, des ouvrages et l'appréciation sommaire des dépenses. Alors, il y a aussi un mini-dossier, si vous avez pu regarder, même s'il était assez conséquent. Tout à la fin, il y a un dossier de parcellaire qui va permettre aussi, dans le cadre de lancement de l'enquête, de retrouver et de chercher les propriétaires officiels, éventuellement des ayants droit, des locataires qu'on n'aurait pas ici connaissance en mairie. Donc tout à la fin du dossier. Je ne sais pas si Gaël va pouvoir mettre peut-être afficher le dossier. Donc la délibération, il est demandé au Conseil d'approuver le dossier d'enquête publique, d'autoriser Madame le maire ou son représentant à solliciter l'EPF pour le lancement de la procédure, dans le cadre toujours précité de la convention de portage foncier, pour acquérir les parcelles qui restent à acheter pour la réalisation du projet. Autoriser aussi l'établissement public foncier à solliciter l'utilité publique du projet, et notamment les arrêtés de cessibilité, et éventuellement à autoriser Madame le maire à se faire représenter, à représenter la commune pour toute opération de recours contre l'opération. Je ne sais pas si vous avez une petite note de synthèse qui explique un peu, qui présente un peu le dossier. Je ne vais pas peut-être reprendre l'ensemble de l'opération, la note explicative avec le contexte de l'opération. Je pense que vous connaissez assez bien les prérogatives de Valenciennes Métropole et aussi la commune de Fresnes-sur-Escaut. On peut par exemple, page 14, avoir un petit rappel sur les actions antérieures sur le renouvellement urbain sur la commune. On vous cite le PNR4, l'ANRU en entrée de ville, qui est toujours en cours. Le programme du PNR4 qui reprend aussi l'îlot rue du Rivage, qui va faire l'objet aussi d'une opération de reconstruction de logements. Oui, c'est bon, ça passe, non? Allô, allô, oui. Page 14, là déjà, on voit qu'il y a une petite erreur, je le précise. On voit par exemple sur le deuxième paragraphe, programme PNR-QAD, on a îlot Bancet, SIGH est en cours de travaux pour y construire 34 logements. Bon, on a une petite mise à jour qui ne s'est pas faite. SIGH a livré les logements, il n'y en a pas 34, il y en a 23, donc on fera une petite modif. On vous rappelle aussi les interventions sur la commune des cités minières, on en a parlé précédemment. L'OPARU aussi qui avait été lancé il y a quelques années de ça pour tout ce qui est amélioration de l'habitat privé en centre-ville, les façades. Et aussi le lancement de l'étude multithématique pour la redynamisation du centre-ville de Fresnes.
Voilà, après, page 15, vous avez la description du site, avec le périmètre du projet qui est entouré en rouge, en face de la poste, sur l'axe de la rue Jean Jaurès, à proximité aussi des équipements publics. Bon, voilà, vous avez un descriptif des abords, mais que tout le monde connaît au niveau page 15 sur l'habitat, le tissu urbain ancien, les équipements publics aussi à proximité aussi du commerce et des dessertes de lignes de tramway et de lignes de bus. On a une petite photo aussi, page 17, sur la cour de l'Escaut. Voilà, ça c'était les abords, mais je pense que tout le monde connaît un peu depuis le temps que l'opération a démarré. Cour de l'Escaut, donc il faut se mettre en tête aussi que le périmètre rouge qu'on vous a présenté, il est scindé en deux parties. La cour de l'Escaut est déjà d'intérêt communautaire. Vous avez déjà, le conseil municipal a déjà délibéré en ce sens, déjà lancé des actions sur la cour de l'Escaut. Ici, le but de l'opération du conseil municipal, c'est bien de venir intervenir sur la rue Jean Jaurès, où on voit, page 17, la photographie notamment sur l'ancien magasin Genie Shop, Martinez, les cycles, donc sur votre droite là. Donc, au niveau de la lancement de la déclaration d'utilité publique et parcellaire, c'est bien sur ce petit périmètre-là qu'on vient lancer une action complémentaire à toutes les actions qui ont déjà été menées depuis ces dernières années. Oui, donc après, vous avez un rappel des objectifs de l'opération, descriptif de l'opération. Après, si vous voulez, on pourra revenir. Vous avez aussi quelque chose d'important sur lequel il y avait déjà eu des remarques, mais page 19, à terme, de diversifier l'offre de logement en centre-ville et de répondre aussi, ça c'est toute la partie qui est après dans le dossier, à tous les documents supracommunaux, notamment le plan local d'habitat, le SCOT. Vous avez aussi un petit rappel sur la conformité à futur du projet sur le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal, sur lequel vous aviez donné un avis en décembre 2019, qui est approuvé depuis le 1er avril 2021. Et la conformité aussi avec toutes les servitudes d'utilité publique. On rappelle que le périmètre projet est intercepté par une servitude de protection de monuments historiques, donc il y aura un travail à faire avec l'architecte des bâtiments de France pour la qualité du projet, les matériaux et de la mise en œuvre du projet. Voilà, donc le projet doit être conforme à tous ces préceptes. Voilà. On va essayer d'un petit peu... Alors après, on a un rappel 25 sur tout ce qui est communication, concertation avec les habitants, avec les différentes réunions qui avaient pu être mises en place et la concertation en fin d'année. Un rappel des inconvénients et des mesures compensatoires et un bilan coût-avantage. Bon. Vous avez aussi un petit plan, page, alors je ne sais pas, je ne vais pas noter, hop, 25, 26, je pense que c'est tout après, sur le plan masse de l'opération avec la programmation souhaitée. Alors ça fait 4T, on a 4T4, 2T2, avec 3T3, donc 9 logements avec un parking en poche mutualisé au niveau de l'ancienne cour de l'Escaut. Et que du logement individuel. Oui, que du logement individuel. C'est noté dans le petit tableau avec du DT2 en simple rez-de-chaussée plus comble et les logements individuels T2, T3, T4 en R+1, mais max. Voilà. Et à la fin du dossier, alors là après il faut laisser toutes les délibérations. Vous avez le dossier d'enquête parcellaire avec les fiches. Après, donc, vous avez le périmètre d'intervention, ça permet à chacun de se recaler. Le périmètre, oui, donc voilà, c'est le plan de situation. Vous avez le périmètre de la DUP un peu plus loin. Donc, on a intégré l'ensemble du périmètre, cour de l'Escaut et rue Jean Jaurès. Et notamment aussi une petite parcelle, là vous voyez qu'on a mis un petit ajout sur la AP 1068, c'est ce qui a été évoqué dans les décisions pour un échange foncier avec le propriétaire du 60
5 rue de l'Escaut, on va avoir un échange foncier entre la commune et ce propriétaire-là privé. Une délibération à venir à la rentrée, mais pour l'instant il fait partie du périmètre, on l'a mis dans le périmètre de DUP, mais on aura un accord amiable qui permettra de sortir cette opération-là plus rapidement. Je pense que ça doit être tout. Je fais un rappel rapide, mais vous avez la programmation un peu plus loin. Moi j'ai pas un dossier avec les 2 T2, les 3 T3, les 4 T4, 9 logements avec le parking mutualisé, et un rappel après sur le bilan sommaire d'opération, sur le coût d'acquisition, les travaux de démolition, et puis les études, maîtrise d'œuvre, bâtiment, aléas, révision. Voilà. Et puis après, tout à la fin, vous avez, mais vraiment à la fin, une page de sang et de poussière, vous avez le dossier d'enquête parcellaire. Tout ça, c'est les délibérations qui ont déjà été prises, convention signée sur le PNRQAD. Oui, on y arrive. Donc là, après, voilà, ici, vous avez les fiches parcellaires propriétaire par propriétaire. Donc voilà, M. Morel, M. Zuccoli, c'est le propriétaire qui fera l'objet d'une négociation amiable avec un échange foncier. Nous avons après la parcelle de la commune, c'est notamment les 2 garages plus son terrain à l'arrière qui a été racheté par la commune aussi. Et après on a le détail de toutes les parcelles qui ont déjà été acquises par l'établissement public foncier Nord-Pas-de-Calais. Donc la majorité du foncier est déjà la propriété de la collectivité et de l'EPF. Sur ce dossier-là, la DUP permet de lever le dernier petit problème d'acquisition, et notamment l'ancien magasin qui est sur la rue Georges Jaurès, avec des propriétaires qui ont déjà été contactés avec des propositions financières, mais qui ne répondent plus du tout aux sollicitations de Valenciennes Métropole, de l'EPF et de la ville. Donc voilà. Merci Fabien. Y a-t-il des questions sur ce dossier? Oui, Monsieur Potel, Monsieur Verret. Oui, vous parlez de concertation des habitants. Elle a eu lieu quand, cette concertation des habitants? C'est marqué dans le dossier, on l'a évoqué au dernier conseil, on a fait une concertation. Alors il y a eu plusieurs étapes sur le projet PNR-Code qui date quand même qui est de longue date. Donc il y a eu une première concertation déjà du temps de Luc Copin. Ensuite il y a eu de façon très récente une concertation qui a eu lieu dernièrement en décembre, et sur lesquelles on a fait un bilan de concertation au dernier conseil municipal. Parce que c'est pareil, vous parlez de logements dégradés. Oui. Parfois, il s'agit simplement de garage. Ça ne peut pas compter comme un logement dégradé. Si, ça fait partie de ce qu'ils appellent logement dégradé. D'accord. C'est l'ensemble des habitations. Et il n'y a eu aucune étude sur, comment dirais-je, l'absence de diagnostic préalable, absence d'études, d'évaluation des conséquences sur la santé publique. Ah mais toutes ces études, elles sont menées par Valenciennes Métropole de toute façon quand il y a nécessité, puisque c'est un projet d'intérêt communautaire. Et sur l'étude concernant l'impact sur la santé publique, écoutez, on ne nous la demande pas dans les documents, donc M. Pellabon est en train de me dire qu'il ne connaît pas ce dispositif-là. Vous avez le bruit, les échappements, les gaz à effet de serre. Il faut savoir que l'État, comme il a été condamné depuis le 1er juillet à réduire les effets de serre. Oui. Donc voilà. Ouais, mais tant qu'il n'y a pas d'obligation légale et de décret qui nous oblige à faire un diagnostic sur les gaz à effet de serre, etc., c'est pas des choses qui paraissent aux documents. C'est dans les pièces. Nous, on répond à une demande classique de dossier de DUP avec l'ensemble des préconisations. Normalement, ça doit être demandé. Le pluie intègre tout ce qui est environnement, alors, gestion des eaux pluviales. Je vais repasser la parole à Monsieur Pellabon. Non, et on a déjà des pistes d'études et de grilles d'évaluation sur le projet. Là, vous êtes sur 9 logements. Si vous avez à regarder un peu le dossier, c'est vrai qu'il est un peu conséquent, mais voilà, le dossier doit déjà être conforme et
aux directives qui prennent déjà ce type d'éléments, notamment le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme intercommunal, sur lequel le conseil municipal a donné un avis en décembre 2019, a aussi, dans le plan d'aménagement et de développement durable, déjà donné des grandes orientations. C'est toute la partie, alors peut-être qu'on a passé un peu rapidement, mais sur la conformité future du projet aux documents, on va dire, supracommunaux, sur la conformité des SCOT. Donc je sais pas, on peut regarder le SCOT, on a la mise en valeur du paysage, valoriser la qualité urbaine et paysagère, définir les objectifs de politique d'habitat. Là, je vais regarder un petit peu plus loin, mais voilà, on a le PLUI aussi donne des préconisations aussi sur la gestion des déchets, sur les constructions climatiques des logements. De toute façon, les nouveaux logements qui vont être construits vont être aux dernières normes aussi au niveau énergétique. Il y aura de la gestion à la parcelle des eaux pluviales. Voilà, il y a déjà des choses qui vont être prises en compte dans le dossier. Là, ici, je me répète, je n'ai pas la surface de plancher en tête, mais on est sur un projet quand même assez mesuré de 9 logements, 15 en tout sur la rue Lescaut. Donc je ne pense pas qu'on doit être en dessous des seuils d'études d'impact qui sont sur les projets qui développent des opérations largement plus importantes au niveau de la surface de plancher et du nombre de logements. Merci Fabien pour cette réponse. Et pour compléter, au vu des nombreux dispositifs qui existent sur la commune, au vu des nombreuses contraintes qui existent sur la commune, tant au plan, au niveau de l'ABF, au niveau des sites miniers, etc., je peux vous dire que en termes d'études, etc., s'il y a bien une commune qui est assujettie à tout ça, c'est la nôtre. Donc voilà. Pas d'autres commentaires? Non. Très bien. Monsieur Botiquio. Oui. Moi, je vais revenir un petit peu sur la partie qui a été entamée. C'est en parcourant le dossier d'enquête préalable, à la page 25, le paragraphe 3, il est indiqué concertation, négociation. Et en dessous, une petite ambiguïté, j'ai du mal à comprendre. Concertation, ça veut dire qu'on discute et on négocie. Il est précisé, une consultation a été mise en place avec notamment l'organisation d'une réunion publique le 29 septembre 2015 à 18h30 dans la salle des mariages de la ville de Fresnes-sur-Escaut pour présenter le projet de restructuration de la rue du Rivage. Est-ce une communication, une concertation? Parce que si on parle de concertation, là vous parlez de consultation, vous n'avez pas demandé l'avis des riverains. Alors je peux vous dire qu'à l'époque, monsieur Botiquio, je venais d'arriver, ce n'est pas moi qui ai animé cette réunion, c'est monsieur Copin, et je peux vous dire que concertation, monsieur Copin avec Valenciennes Métropole, et je peux vous dire que concertation avec les riverains de la rue du Rivage, il y a eu, croyez-moi, les échanges de terrain, les fonds de parcelles, etc., tout ça a été renégocié à la suite de cette réunion publique. Donc, en termes de concertation, si c'est cette réunion à laquelle vous faites allusion, à laquelle d'ailleurs j'ai participé, à l'époque j'étais adjointe, je peux vous assurer, j'en ai été témoin et présente, qu'il y a eu concertation et négociation. Après, en dehors de la ville, il y a les négociations qui sont menées entre les propriétaires et l'EPF, et tout ça, ce sont des choses sur lesquelles je n'assiste pas, bien évidemment. Mais, en tous les cas, la concertation est menée. C'est sûr que la concertation a lieu. Après, je suis OK sur une chose, c'est que le projet, évidemment, sur une dizaine d'années, a beaucoup évolué, que par conséquent, il y a nécessité à le revoir, à le re-regarder de façon globale, et c'est l'objet de la réunion concertation que j'ai annoncée tout au début de mon intervention, le 5 octobre, avec les différents partenaires. Seront présents à cette réunion les services de l'EPF, les services de Valenciennes Métropole, la ville, et il y a un troisième intervenant, mais je ne sais plus, je pense que c'est le bailleur. Bailleur, ouais. Voilà. On peut peut-être aussi noter que l'enquête publique ne sera certainement pas lancée. Et d'ici cette date-là, l'enquête publique, effectivement, comme le dit Fabien,
d'ici cette date-là, il est peu probable que l'enquête publique soit lancée, parce que de toute façon, on a une première concertation qui a été lancée, notamment sur la place Vaillant Couturier, où on n'a pas encore les dates de l'enquête publique. C'est le juge qui décide des dates de... la sous-préfecture, pardon, qui décide des dates de mise en place des enquêtes publiques. Et donc pour l'instant, tout est bloqué suite au Covid. Donc forcément, enfin suite au Covid, on est seulement en train de reprendre les échéances d'un planning qui a un retard d'1 an et demi maintenant. Donc ce jour-là, le 5 octobre, peut-être qu'il pourra. voilà, ça veut dire effectivement, comme le dit M. Pellabon, que ce qui va être dit ce jour-là, à la date de la réunion publique, sera porté à connaissance du commissaire de l'enquêteur public. Et il y aura de toute façon l'information aux riverains de la date d'enquête de présence du commissaire d'enquête publique, qui permettra, en plus de cette réunion de concertation, aux riverains de venir faire leurs remarques sur le projet. Oui, parce que... Mais d'ordre général, et j'arrête là mon propos, d'ordre général, quand on présente un projet à la population, il est certes déjà bien abouti, mais il n'est pas complètement abouti. Quand il s'étale sur autant d'années, il l'est encore moins, parce que vous le verrez si vous assistez à cette réunion de concertation, qu'il y a eu de multiples revirements de situation avec des bailleurs qui ont changé, qui ont changé et qui à chaque fois ont repris leur projet, ont remis d'autres impératifs ou d'autres contraintes, etc. Il y a aussi l'ABF qui nous apporte à l'occasion des comités de pilotage et des comités techniques des avis qu'on est obligé de remodifier et de retravailler. Donc il y a un nombre de séances de travail entre les différentes concertations avec la population qui est énorme. Mais je ne peux pas faire autant de réunions de concertation avec la population que je fais de comités de pilotage et de comités techniques, parce que sinon j'inviterai des gens toutes les semaines à la mairie, tellement il y a eu de réunions sur ce sujet, puisque souvent c'est des allers-retours sur des aspects très techniques, sur une couleur de briques, sur franchement les volumes, le fait que ça soit trop haut, les fenêtres qui ne sont pas alignées par rapport au restant de la rue, etc. Il y a de toutes sortes dans les concertations techniques et dans les comités de pilotage. Donc effectivement, ce dossier, c'est un dossier qui est très vieux, c'est un dossier sur lequel il faut se repencher parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. Il y a eu, comme le dit comme l'a stipulé M. Pellabon, une partie qui a été mise d'intérêt communautaire, une partie qui ensuite a été rajoutée via la commune avec une convention spécifique avec EPF, etc. Tout ça amène au fur et à mesure des changements, des modifications de projet. On va revoir le projet le 5 octobre avec l'ensemble de la population. Suite à ça, il y aura l'enquête publique. Suite à ça, il y aura encore des travaux qui devront être réalisés avec les différents partenaires pour caler l'échéancier sur les dates d'intervention de chacun. Il y aura d'abord les réaménagements des voiries qui sera fait avant l'arrivée des logements. Donc il y a toute une procédure qui est derrière tout ça et qui permet de faire évoluer le projet. Et donc 1 an et demi de Covid égale 1 an et demi sans aller interpeller la population, c'est évident. Et ça, je le reconnais tout à fait. On répare pas, on vient caler les dates de réunion au fur et à mesure, dès qu'on a pu. Et donc, je ne vais pas faire des réunions publiques pendant les vacances où il y a la moitié des personnes qui sont parties en congé. Donc c'est pour ça que la réunion publique est fixée au 5 octobre avec les partenaires. Donc il n'y a pas de danger que l'enquête soit faite comme en 2020, du 15 au 20 décembre, en pleine période de Noël et de pandémie. Bah là, ça ne va pas être... Non, il n'y a pas de risque. Ça ne sera pas des vacances, ça ne sera pas Noël, ça sera peut-être entre les deux ou après. C'est en octobre la réunion publique, donc ça sera après, déjà. Donc, après, on approche de Noël. De toute façon, c'est pas moi qui donne les dates. Non, bien sûr, non, mais je comprends. Voilà. Ok. S'il n'y a pas d'autres interventions, je mets au voie cette délibération. Je vous remercie. Qui est pour, qui est contre. Non, du coup, j'en perds mon latin.
Alors, Je dirais pourquoi je suis contre. Je suis contre sur la forme. ok. Mais bon, la forme, elle m'est imposée, donc voilà. Monsieur Vizocchi, Monsieur Véret, Monsieur Potel, Monsieur Zamanda, Madame Nel. Non. Ah, mais j'ai pas vu sa main se lever, non. Je vois pas bien. Et Monsieur Bottier. Et Monsieur Boticchio. C'est ok? Ça va, Marie-Thérèse? Très bien, je vous propose de passer à la dernière délibération sur la création d'une agence postale. J'en ai parlé au préalable dans mes propos. Donc vous savez que depuis quelques années, la Poste nous alerte concernant la diminution des services qu'elle rend par rapport à des évolutions sociétales qui impactent tout le monde, hein, bien évidemment. Ça fait plusieurs mois que nous travaillons avec la Poste qui nous a annoncé la fermeture du service à Fresnes-sur-Escaut pour mettre en place ce que communément les villes font, c'est-à-dire qu'une fois que la Poste se retire, c'est les agences communales postales qui prennent, les agences postales communales, c'est l'inverse, qui prennent le relais de ces dispositifs. C'est l'objet de la présente délibération. C'est avant tout une volonté municipale de mettre en place un service auprès de ses habitants, bien évidemment. Certaines villes ne le font pas. La convention qui vous a été jointe stipule effectivement les conditions dans lesquelles le service devra se faire. Et donc aussi les conditions d'aide qui sont apportées par la Poste pour pouvoir mettre en place ces agences postales. Service donc qui ouvrira chez nous, qui fermera la Poste officielle le 10 juillet, qui ouvrira chez nous le 1er octobre. Tu vas savoir cette semaine, hein, la fermeture. Oui, la fermeture, je viens de la savoir effectivement. La fermeture officielle, je viens d'avoir la nouvelle cette semaine. Et sur l'ouverture officielle, c'est les délais d'installation du matériel de la Poste qui amènent à cette rupture de service entre les deux que je ne peux pas, éviter. Les travaux, pour notre part, sont en cours actuel de réalisation, vous l'avez vu. Y a-t-il des demandes d'information sur le sujet ou des interventions? Alors, s'il n'y en a pas, je mets aux voix cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour terminer ce conseil sur des notes un peu plus positives, je souhaiterais vous faire part du redémarrage de nos associations que nous avons accompagnées et soutenues avec le maintien de leurs subventions annuelles. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, Monsieur Boticchio, afin qu'ils puissent pallier aux divers frais liés au Covid et mettre en place quelques actions de remobilisation de leur public. Les manifestations municipales redémarrent également avec en premier lieu le 14 juillet et le défilé où l'ensemble des élus ont été conviés. Ce sera l'occasion de remettre les récompenses à ceux qui ont fait voyager notre Cambrinus à l'occasion de son Tour de France. Et il vous sera proposé également un pique-nique dans le parc avec quelques animations pour les enfants. Le 15 août, il n'y a pas d'accueil de grandes vedettes comme d'habitude. Néanmoins, la brocante du 14 est maintenue. Le lendemain, c'est une animation sur place qui se déroulera en lien avec le village des producteurs locaux avec de nombreuses surprises et l'accueil de différentes troupes carnavalesques qui iront à la rencontre directe des habitants dans leur quartier, une manière différente et plus sécurisée de faire carnaval, puisque le grand défilé carnavalesque qui est organisé n'aurait pas été de rigueur cette année. La Ducasse sera évidemment bien présente dans le parc. Début septembre, les agités du mélange feront leur retour, le 3, 4 et 5 septembre. En septembre, c'est également la relance du tricentenaire qui aura lieu à l'occasion des Journées du patrimoine, avec notamment un programme d'animation qui permettra de valoriser la dynamique des ambassadeurs, du géocaching, l'inauguration du chevalement 100% frénois,
la marche en sol mineur qui aura lieu cette année de façon exceptionnelle au mois de septembre, l'ouverture aussi des lieux culturels de la ville. Ce week-end des Journées du patrimoine se poursuivra la semaine suivante par nos merveilleuses frénésies sur scène les 24 et 25 septembre. Les amateurs de théâtre seront nombreux à inonder les rues de nos villes pour visionner une série de spectacles, tous plus surprenants les uns que les autres. Que les méchantes langues derrière leurs ordinateurs ou leurs téléphones portables se taisent, il n'y aura pas de spectacle sadomaso à l'occasion des frénésies sur scène. Petit clin d'œil à celle qui se reconnaîtra sur le commentaire. Le week-end suivant, le 2 et 3 octobre, c'est à Vieux-Condé, à l'occasion des Turbulentes, que nous pourrons nous retrouver. Enfin, à partir du jeudi 7 octobre, notre parc s'illuminera en soirée et pendant 3 jours pour accueillir le grand spectacle participatif de Tempo 300 que bon nombre d'habitants sont en train de préparer. C'est donc un planning chargé qui va venir clôturer ce conseil municipal. Encore une fois, je tiens à remercier publiquement l'ensemble des personnes présentes à l'occasion des élections. Et je vous propose donc tous, avant cette période de vacances, et puisque les conditions sanitaires nous le permettent, de venir nous rejoindre dans la salle des mariages pour le verre de l'amitié. Je vous remercie à toutes et à tous de votre attention.